Bonjour à tous, nous sommes ce matin en direct du Salon du Livre sur le stand de Librinova et Lire en D13 pour une table ronde consacrée à cette thématique, comment j'ai changé de vie grâce à l'auto-édition. Alors cette masterclass, vous pouvez la suivre en direct sur la page Facebook de Librinova et poser vos questions dans les commentaires, je les poserai à mes intervenantes à la fin. Et si vous êtes dans le public, vous aurez évidemment l'occasion également de poser des questions tout à l'heure. Alors, changer de vie en se consacrant à l'écriture, c'est le rêve inavoué de beaucoup de personnes qui écrivent ou qui rêvent d'écrire et qui ont envie de faire ça à plein temps. Alors, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que l'auto-édition peut vous permettre de faire ça? Eh bien, c'est la question à laquelle nous allons répondre avec nos deux invités du jour. Alors, j'ai avec moi Chris Gallia. Bonjour. Et Mélanie Taquet. Bonjour. Alors Chris est une ancienne juriste, aujourd'hui mère au foyer. Et Chris, tu t'es mise à écrire en septembre 2016. Et là, ça a été la révélation. Depuis plus d'une dizaine de livres publiés alors chez Librinova en auto-édition et chez plusieurs éditeurs. Alors tu as d'abord commencé avec les éditions Addictive avant de sortir en 2017 le premier tome de ta série Parier mais pas jouer aux éditions BMR. Aujourd'hui, tu publies à la fois en auto-édition, en édition et c'est une activité à plein temps. Alors Mélanie, toi, aujourd'hui, tu as décidé de tout quitter pour te consacrer à la lecture, donc ta vie londonienne, ton travail, tout. Il y a quelques années, en 2015 ou 16, je ne sais plus, tu avais remporté un concours de nouvelles avec Librinova. Et dans la foulée, tu as écrit un premier roman, Une vita passi dolce, qui a eu un énorme succès en auto-édition, plus de 4300 exemplaires vendus, et qui est paru tout dernièrement aux éditions Erol. Et tu nous parleras de la suite de tes projets. Alors, toutes choses, toutes les deux, est-ce que écrire, pour vous, c'était un rêve? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un rêve que vous réalisez en devenant écrivain? Alors, moi, au départ, c'était pas du tout un rêve. Je suis arrivée là-dedans par accident. Donc, je l'ai déjà expliqué. C'était suite à un défi posé par ma petite sœur. Par contre, c'est un rêve aujourd'hui parce que j'ai découvert une véritable passion dans cette activité. Et j'ai pas du tout l'intention de m'arrêter. Donc, j'espère que ce rêve va se poursuivre encore très longtemps. C'est plutôt bien parti. Et toi, Mélanie, c'est une chose à laquelle tu pensais depuis toujours, depuis longtemps? J'y pensais pas parce que ça me semblait pas accessible. Et en fait, c'est l'auto-édition qui m'a fait prendre conscience qu'on peut, en fait, au moins partiellement en vivre de sa passion. Voilà. Alors justement, l'auto-édition, si tu veux continuer, comment est-ce que tu as découvert ce domaine-là? Qu'est-ce qui t'a poussé à tester cette nouvelle façon de se publier? En fait, déjà à la base, moi je croyais pas trop au numérique. J'étais une pure et dure, non, le livre papier, jamais je me publierai en numérique. Et puis c'est le concours de nouvelles avec Librinova, il y a en 2016, je crois, qui m'a fait découvrir à quel point c'est accessible, c'est immédiat, c'est facile. Voilà, on a aussi on entend beaucoup de choses sur les maisons d'édition, à quel point c'est difficile, et puis on doit imprimer des manuscrits, on les envoie, et puis ils les lisent ou pas, ou peu, ou mal, et on reçoit des fois même pas de retour du tout, on sait pas, ça prend des mois et des mois. Donc moi, une fois que j'ai publié les nouvelles, ça m'a permis de découvrir un peu ce que c'était. Voilà, je savais très bien que mes nouvelles, ça allait pas se vendre à des milliers d'exemplaires. Mais ça m'a permis de découvrir le côté vraiment simple et accessible et le contact direct avec les gens. De me rendre compte aussi de l'importance de certains aspects, voilà, soigner sa couverture, soigner son texte, des choses comme ça. Et puis voilà, c'est ça qui m'a décidé en fait à lancer mon roman d'auto-édition. En fait, ce qu'il y a, c'est que l'auto-édition, en tout cas chez Librinova, puisque c'est par vous que j'ai commencé, c'est un tremplin. Puisque justement, à partir de 1000 exemplaires, vous nous permettez, au choix, de passer en contrat d'agent. Et l'avantage de passer en contrat d'agent, c'est que vous connaissez les éditeurs, vous voyez nos manuscrits, et vous nous permettez d'accéder aux éditeurs qui correspondent, en fait, à nos écrits. Donc ils ont une ligne éditoriale. Nous, en tant qu'auto-édité, si on envoie nos manuscrits à des éditeurs, on ne va pas forcément cibler les bons. Donc on n'a pas cette connaissance-là, en fait. Donc c'est important d'avoir un agent qui nous guide. D'ailleurs, vous aviez essayé toutes les deux déjà de contacter des éditeurs ou pas du tout? En l'occurrence, j'avais juste contacté les éditions Addictive parce que j'avais l'impression que
la romance que j'avais publiée en auto-édition à ce moment-là, qui était la toute première, correspondait un petit peu à leur ligne éditoriale. Par chance, je ne me suis pas trompée et ils m'ont signé. Mais malgré tout, je pense que c'est confortable d'avoir quelqu'un qui vous guide sur les suivants. L'écriture évolue, on peut élargir aussi notre champ d'activité, pas se limiter en ce qui concerne à une romance, et c'est important d'avoir quelqu'un qui vous conseille et qui vous dise vers qui aller précisément. Et alors, au moment de la publication du premier roman pour toi, parce qu'avant il y a eu les nouvelles, mais on va les mettre peut-être un peu de côté parce que c'est différent, et toi de ton premier roman, comment est-ce que vous imaginiez la suite ? Vous étiez dans quel état d'esprit, vous ? Alors moi j'ai publié en juin en me disant bon, juin c'est une bonne période, c'est le début de l'été, les gens ils vont être peut-être plus tentés d'acheter un livre à cette période-là. Mais alors j'imaginais mais vraiment pas du tout arriver au score où je suis arrivée à la fin de l'été. Enfin pour moi c'était complètement fou. D'ailleurs on peut donner quelques chiffres, vos chiffres de vente de vos premiers romans en auto-édition, toutes les deux. Moi sur 4 mois il s'est vendu à 4300, plus de 4300 je crois. Alors, je vais être très honnête, je ne me rappelle pas exactement. Je heureusement regarde que pas je trop, sais pour mais toi, ouais, Chris, voilà. je sais que sur les 4 tomes de Parier mais pas joué, on en a vendu 15 000. D'accord. Ah Bah, voilà. 4 tomes quand même, mais le premier est largement devant, donc c'est très Tout très ce dont je me souviens réellement, c'est que le premier est monté très vite. Je crois que je l'avais sorti, ça devait être le 8 novembre, et je me rappelle du 11 novembre parce qu'il était premier un peu partout, sur Amazon, sur Kobo, sur iTunes, et je me rappelle de cette date parce que c'était l'anniversaire de ma sœur et que j'arrivais même plus à me concentrer sur le repas de famille parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc voilà, après les ventes, je les suis pas, je regarde un peu les classements Amazon, c'est un bon baromètre, mais je me laisse porter, donc voilà. Et alors vous avez toutes les deux un point commun, je pense, mais vous avez travaillé ça de façon différente, c'est que vos livres ont été justement assez travaillés à la fois sur le fond et sur la forme. Mélanie, en faisant appel à beaucoup de services chez Librinova, couverture, résumé. Couverture c'était pas... ah non, c'était pas nous, pardon, excuse-moi. Mais quand même en faisant appel à beaucoup de services et en travaillant beaucoup justement sur la couve, les choses comme ça. Toi aussi, je pense que la couverture il a été pour beaucoup dans le succès parce qu'elle était réussie, travaillée. Les textes étaient aboutis. Pour vous, c'était important de travailler sur ces livres de façon professionnelle, même en auto-édition ? Je pense que l'esthétique d'un livre, c'est quand même la première chose qu'on voit. Donc la couverture, c'est ce qui donne envie au lecteur de découvrir l'intérieur. Après, je l'ai fait à mon goût. Je n'ai pas publié au départ pensant toucher un lectorat particulier. J'ai publié pour mes proches. Mais il fallait que ça me plaise aussi. Moi, je pense que c'est important. Si on fait quelque chose qu'on aime, on le fait avec le cœur. C'est forcément plus. Enfin, ça touche forcément les gens plus facilement que si on le fait vite, mal. Donc c'est important. C'est une forme de oui. sincérité qui Exactement. touche les lecteurs. Et toi ? Pareil, il faut que ça me plaise, mais après, il y a quand même l'idée qu'une couverture, il faut qu'elle synthétise plus ou moins le livre. Il faut qu'il y ait une harmonie avec le fond de ce qu'on raconte, parce que une image, ça parle aussi. C'est pas avec des mots, mais ça parle. Donc, il faut que ça attire l'œil, il faut que ça donne envie, et il faut pas que. Voilà, c'est comme un emballage. Je fais souvent ma petite métaphore avec le chocolat. Voilà, si on vend quelque chose dans un emballage de chocolat au lait et qu'à l'intérieur c'est du chocolat noir, ça peut être le meilleur du monde, les gens seront déçus. Donc, il faut vraiment soigner ça et faire attention à ce que ça Mais fonctionne. même pour le titre, hein, d'ailleurs, Oui. parce que moi j'essaie toujours de trouver des titres qu'on retrouve dans le roman. Une phrase, un petit mot, il y a toujours un petit lien, c'est important, parce que ça permet aussi, comme tu dis, de faire un lien avec l'intérieur. Après tout, à la base, c'est quand même l'intérieur qui a été en priorité conçu. Donc voilà, je pense que la couverture est inspirée après par ce qu'on a sorti de notre trip, en fait. Complètement. Et alors, à quel moment est-ce que vous vous êtes dit j'ai envie de faire ça de faire ça de ma vie, ça va devenir une vraie activité importante dans ma vie, voire mon activité professionnelle? Moi, ça a été avant même la fin de la rédaction du roman. Mais je m'étais dit, c'est pas grave, je prends des petits boulots, je vais avoir 30 ans,
j'ai pas d'enfant, c'est le moment quoi. Je me suis dit c'est le moment où il faut poser ta démission et vraiment essayer, juste essayer pendant 1 an. Si ça marche pas, aucun regret parce que tu auras essayé. Donc j'ai fait ça, j'ai fini de rédiger le roman en mars, je publie en juin et après ça m'a dépassé complètement. Mais tant mieux parce que du coup ça me laisse plus de temps, j'ai moins besoin de travailler vraiment, j'ai plus de temps pour écrire aussi. Ben moi, c'était dès les premières lignes, en fait. J'ai développé une addiction terrible à l'écriture. J'ai trouvé que ça me permettait de me libérer, d'évacuer le stress de la vie quotidienne. Donc, voilà, j'avais pas forcément dans l'idée, encore une fois, que ça fonctionne. Je l'ai pas fait pour ça, mais c'était un besoin vraiment personnel. Mais donc aujourd'hui, cette activité, c'est quoi? C'est un hobby, c'est un travail, c'est un peu des deux. Qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est une addiction, c'est une nécessité, c'est vital. Je culpabilise quand j'ai pas le temps d'écrire. Je crois que j'ai la chance d'avoir une famille très compréhensive parce que j'y passe beaucoup de temps. Ouais, voilà. Et ça occupe presque 70 et 80% de mon temps, donc voilà, je sais pas pour toi, j'imagine que c'est pareil. Moi ça me prend pas mal de temps, mais j'ai aussi d'autres choses à côté, mais pour l'instant je le vois comme mon métier ou mon futur métier, même si j'en vis pas. C'est un peu comme quand on lance, toi t'as connu ça, une start-up, quelque chose. Au départ il n'y a pas forcément de revenus, mais on est passionné, on a envie de tout donner. Moi je multiplie un peu les projets, j'ai des projets pour un autre livre qui a rien à voir avec les romans. J'ai un article qui va paraître dans un magazine. Enfin voilà, je fais de la traduction, je fais plein de choses comme ça, mais ça me plaît. Donc on compte pas le temps, on n'est plus sur un. Ce que j'ai adoré moi, c'est sortir de la routine. Je travaille avec des enfants, donc on est dans une routine 8h, 18h, et m'en sortir pour pouvoir moi gérer mon temps comme j'ai envie, pouvoir écrire au moment où l'inspiration vient. Et faire des choses pour toi. Faire des choses pour moi aussi, du sport, des choses comme ça, sortir, avoir une vie sociale. Enfin voilà, tout ça c'est important et ça permet cette flexibilité-là. Alors justement, tu m'offres la transition parfaite. Au quotidien, qu'est-ce que ça signifie être auteur? Comment est-ce que vous vous organisez pour que justement ce soit pas le petit truc que je fais quand j'ai le temps parce que c'est quelque part considéré comme pas si important, pas un vrai métier? Comment est-ce qu'on s'organise pour être rigoureux, pour avancer dans son travail? Moi j'ai une routine, c'est pas une routine sur la journée, mais c'est-à-dire que je me fixe un objectif de mots par jour. Ça peut arriver que je le remplisse pas, mais en général j'essaie de minimum 500 mots par jour, ce qui fait à peu près une page. En général je dépasse, mais ça me permet d'avancer petit à petit. La chose que j'apprends à faire, c'est une discipline, et bon, je suis pas une personne très disciplinée dans la vie, mais j'apprends à planifier, à me dire voilà, là t'as 2 heures, tu vas faire 1 heure de traduction et 1 heure tu vas travailler sur ton roman, tu vas relire, donc et puis planifier aussi des temps pour soi, parce que quand finalement on a tout le temps d'écrire, quelque part ça prend justement parce qu'on n'a plus de cadre horaire, on peut écrire quand on veut, et donc parfois ça peut arriver qu'à 4h du matin t'es là, t'écris, en fait tu te dis bon, c'est peut-être pas très sain que il faudrait peut-être me planifier des temps où je peux faire des activités pour moi, du sport, voir ma famille. Toi t'as des enfants, donc moi en fait j'ai beaucoup de chance, c'est que je dors pas la nuit, donc oui, ça c'est une grande chance. Voilà. J'ai trouvé un côté positif à mes insomnies, donc j'ai tout le temps la nuit pour écrire, au point qu'il arrive à mon mari de se lever en me demandant si je me rends compte de l'heure, parce que lui il part au travail et moi je me suis pas couchée. Donc la journée j'ai moins le temps, j'essaie de temps en temps, mais j'ai moins le temps d'écrire. Mais je calcule pas. Contrairement à toi, je me pose pas d'objectif. C'est vraiment au moment où j'ai une idée, il faut que je la couche sur le papier, donc enfin plutôt sur l'ordinateur, et je commence à écrire, et je m'arrête que quand j'ai l'impression d'avoir sorti tout ce que j'avais à écrire. Donc je peux écrire 5, 6, 7 heures d'affilée, et sans me rendre compte des heures qui passent. Sans boire, sans rien faire, parce que je suis dans mon livre et dans mon histoire. Oui, en ce qui me concerne, je crois, mais c'est pas grave. Pour l'instant, je tiens le choc. Donc, et vous écrivez tous les jours? Est-ce que c'est quelque chose d'important, ou est-ce que y a les week-ends, les vacances, c'est bon, ou le jour où j'ai pas envie, je le fais pas? Oui, ça peut arriver qu'il y ait des jours où j'écrive pas. Aussi, parfois, ça permet de souffler et d'avoir un regard neuf sur ce qu'on a écrit, et de pouvoir reprendre des choses un peu la tête vide, ou d'avoir d'autres idées.
Pour moi, c'est important aussi de sortir, de voir le monde. Je peux pas travailler de chez moi. Enfin, c'est très rare. J'aime bien aller travailler dans des cafés. Et c'est pour ça que moi, je peux pas écrire à 5h du mat. Enfin, ça m'arrive, mais en général, c'est pas la nuit que j'écris le mieux parce que j'aime bien être dans un environnement où il y a de la vie. Il me faut de la musique, il me faut des gens autour. Mais c'est ça que je trouve intéressant justement, c'est que finalement on va être deux auteurs. Il n'y a pas de recette. Voilà, il n'y a pas de recette. C'est l'avantage de ce travail, si on considère que c'en est un, c'est que tout le monde peut le faire à sa manière, gérer son temps comme il l'entend ou comme il le peut. Et il n'y a pas, voilà, c'est pas métro boulot dodo, c'est en fonction de l'inspiration, en fonction des envies, en fonction du temps, en fonction de ses choix d'ambiance. Pour trouver l'inspiration. Du genre de personne qu'on est. Et du aussi. genre de personne, évidemment, du caractère. Moi, j'ai besoin qu'on me fouette. J'ai besoin qu'on me dise aller au boulot, sinon j'arrive pas. Alors, en auto-édition, on a une grande liberté qui permet, voilà, vous avez fini un livre, vous le mettez chez Librinova, il est mis en ligne, etc. En revanche, maintenant, vous publiez aussi avec des éditeurs, donc avec des deadlines, un timing à respecter pour la sortie du livre. Vous devez rendre votre manuscrit, ensuite relire les corrections, etc., etc. Ça, comment est-ce que vous le vivez et comment est-ce que ça change votre façon de travailler ? Moi, j'arrive à cloisonner la partie auto-éditée où j'ai cette grande liberté de publier quand je veux. Après, avec mes éditeurs, j'ai pas vraiment ce souci de deadline parce que comme j'ai la chance d'écrire vite, même quand on m'envoie mon manuscrit à corriger, je le reçois, je le corrige dans la nuit, il est renvoyé à 6h du matin et il est prêt, ils le publient quand ils veulent. Donc c'est presque plus eux qui vont avoir des deadlines parce que je vais répondre trop vite. Toi, t'es l'auteur de rêve pour les éditeurs. Je sais pas si je suis l'auteur de rêve pour des éditeurs, mais j'aime bien rendre le travail rapidement par... Ouais, j'ai une conscience professionnelle importante. J'ai pas envie de décevoir, j'ai envie d'être rapide, efficace et en tout cas si ça plaît c'est bien, mais c'est surtout que s'il y a d'autres corrections à faire, ça leur permet aussi eux d'avoir le temps de rejeter un œil sur mon manuscrit et de me dire bon ben là il y a encore ça à revoir ou pas. Ce délai-là est important aussi pour eux. Je fonctionne comme ça. Pour l'instant ça marche bien. Et toi, Mélanie ? Moi, je découvre un peu, du coup, oui, la c'était deadline. le premier roman, donc c'est un peu différent. Et puis, j'ai plus rien en auto-édition non plus, mais bon, je découvre le travail avec les deadlines. Bon, ça motive la pression. Voilà, comme j'ai besoin qu'on me fouette, donc une pression, une deadline, c'est un cadre. Et si je suis cadrée, c'est plus facile, ouais, c'est clair. C'est plus c'est positif, ouais. Après, qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus, ça m'échappe. Ça reviendra, on en reparlera. Et alors, votre entourage, comment est-ce qu'ils vivent cette nouvelle activité ? Est-ce qu'ils vous prennent au sérieux déjà, globalement ? Et toi, comme tu as une famille, des enfants, est-ce que tu arrives à bien trouver le temps pour eux et pour toi et pour l'écriture Je crois que je suis encore en phase d'adaptation, c'est assez récent aussi. Donc j'ai pris énormément de temps cette année parce que j'ai eu beaucoup de publications en une année. Donc il a fallu que je sois quand même disponible pour mes éditeurs, au détriment peut-être un petit peu de ma famille. Mais bon, ça fait partie du boulot. Ils sont compréhensifs, ils sont heureux que je vive... heureusement de cette passion. Donc la seule chose c'est que moi j'ai senti le moment où il fallait que je me rappelle qu'il y avait aussi un quotidien, qu'il y avait du temps à passer avec mes proches. Donc maintenant ce que j'essaie de faire c'est le week-end de sortir vraiment de la maison, de fuir l'ordinateur, de m'aérer en famille et de couper les réseaux sociaux. Je rattrape un petit peu après le soir en rentrant, mais quand tout le monde est couché, et voilà. Mais c'est encore une organisation compliquée. Ça va me prendre un petit peu de temps. Mais j'y travaille. Voilà. Moi, j'ai eu beaucoup de soutien. Tout le monde est très heureux, très fier. Ça me touche beaucoup parce que bon, après c'est tout nouveau. J'ai pas de famille, j'ai pas de voilà. Moi, je suis à mon rythme. J'ai aussi des copains qui sont très contents pour moi, mais voilà, ils s'en foutent un peu. Mais je trouve ça bien aussi d'avoir des gens pour qui c'est pas voilà, c'est bien, c'est cool ce qui t'arrive, mais oui, qui sont pas non plus. Voilà, ça permet que c'est moins de pression. Et puis aussi finalement, quand on veut absolument, voilà, moi j'ai des deadlines pour juin, etc. Ça prend beaucoup de place dans ma vie, donc c'est bien aussi d'avoir ces personnes qui vont te dire bon, on va se calmer, on va parler d'autre chose, et ça fait du bien aussi que ça coupe. Tu t'es mis une deadline toi pour ce test de nouvelle vie, une durée?
C'est une question financière surtout, je pense. Je me suis dit, voilà, donne-toi 1 an, 2 ans. Enfin, une fois que en fait, le roman en auto-édition a marché, financièrement, ça m'a dit, voilà, peut-être 2 ans. Aussi parce que un roman, quand il sort dans le secteur traditionnel, il met plus de temps à démarrer parfois. Donc voilà, mais ça dépend un petit peu de la question financière et puis aussi de mes envies parce que je suis assez, j'aime bien bouger, j'aime bien, voilà, ça se trouve dans 2 ans, on me reverra dans une autre ville à faire, je sais pas, faire de la cuisine, avoir un blog culinaire, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Alors justement, la question financière, je suis allée chercher quelques chiffres sur les revenus des auteurs. C'est quand même assez... Bon, c'est pas très rassurant. J'ai trouvé un article du Figaro de 2015 qui dit qu'une 40aine d'auteurs en France vivent de leur plume. Et l'AGESA déclare que moins de 1700 écrivains déclarent plus de 7300 € de revenus par an. Et 98% des auteurs auraient un autre métier. Alors, il faut savoir que ça prend pas en compte, par exemple, l'auto-édition et les revenus liés à l'auto-édition. C'est les auteurs qui publient chez un éditeur. Comme tu disais, quand on publie chez un éditeur, on publie maximum 1 livre par an. Donc, on a une avance, mais ensuite, on touche ses revenus 18 mois plus tard, etc. C'est un temps assez long. Donc, ça explique en partie. Mais vous, là-dessus, comment est-ce que vous vous positionnez ? Est-ce qu'aujourd'hui, financièrement, c'est conséquent ? Ou est-ce que ça ne peut être qu'un bonus par rapport à vos revenus standards. Enfin, comment ça se passe pour vous ? Moi, je le considère comme du coup l'auto-édition, voilà, comme ça a bien marché pour l'instant. J'ai de la chance je vais toucher un petit peu d'argent, donc ça va me permettre de. Mais je le considère comme une partie de mon salaire, voilà. C'est comme j'ai plusieurs boulots, dont l'écriture, qui me ramène un petit peu d'argent. Je fais de la formation, je fais de la traduction, je fais du babysitting. Si vous cherchez une babysitter à Montpellier, je suis là. Tu fais sur Bordeaux ? C'est un petit peu loin. Ah mince. Désolée. Donc voilà, j'ai plein de petits trucs qui me permettent de ramener de l'argent et de voir venir. Moi, ce que j'aime bien dans l'auto-édition par rapport au secteur traditionnel, c'est comme tu dis, un secteur traditionnel, on est versé l'argent, le revenu des ventes, s'il existe, parce que l'avance, c'est déjà une partie de ce revenu-là. Donc si on dépasse les ventes prévues et qu'on gagne de l'argent, cet argent, il est versé 1 an et demi après la sortie du livre. Et ça, c'est financièrement, enfin voilà, pour moi, c'est pas viable. Et le roman qui vient de sortir, je ne le prends plus en compte. Je prends l'avance en compte, je prends les revenus de l'auto-édition. L'auto-édition, c'est versé tous les 6 mois et ça, c'est génial parce que si on vend bien comme Chris 15 000 exemplaires, on peut toucher facilement de l'argent qui permet quelque chose qui permet de vivre un petit peu aussi et d'avoir autre chose à côté peut-être. Je sais pas pour toi si t'as... Non, mais moi, je compte pas forcément là-dessus pour vivre parce que je pense que c'est très aléatoire aussi. C'est pas parce qu'un titre a fonctionné que tous les autres vont forcément marcher. C'est un peu le souci aussi de ce métier si on décide d'en faire son métier. Il faut être réaliste. Il faut pas s'imaginer qu'on s'est fait une place définitive. Il faut toujours se renouveler, travailler et trouver la motivation. Si elle est exclusivement financière, je pense que c'est compliqué. Après. L'auto-édition est plus avantageuse financièrement, évidemment, en tout cas quand on est un auteur débutant. Je pense que Musso n'a pas ce problème. C'est sûr. Mais voilà, moi j'aime bien finalement la mixité, avoir un petit peu en auto-édition, qui permet effectivement d'assurer, comme tu dis, un revenu tous les 6 mois. Et l'édition, parce que par contre là il y a un travail professionnel sur le manuscrit qu'on a fourni, donc c'est extrêmement valorisant et extrêmement important aussi, même pour les lecteurs, ça leur donne confiance. Si on a été signé par un éditeur, ils savent qu'il y a eu tout ce travail en amont et qu'ils vont peut-être avoir plus facilement confiance dans le choix de la lecture. Et d'ailleurs, alors je rebondis là-dessus, toi tu continues de faire à la fois de l'auto-édition et de l'édition. Je continue parce que mes éditeurs ont la gentillesse de me le permettre, donc je les en remercie. Et puis, oui, je continue et j'ai l'intention de continuer comme ça. Ça me permet d'avoir une liberté sur certains titres et d'avoir aussi la confiance et la reconnaissance de mes éditeurs sur d'autres. Donc, moi, j'aime bien ce système. Je trouve que c'est très agréable. Alors quand on discutait toutes les deux pour préparer cette table ronde, tu me disais que l'écriture, ça n'était pas le seul métier finalement quand on est auteur, qu'il y avait plein d'autres métiers autour. Alors est-ce que Mélanie, tu peux peut-être nous donner ton sentiment là-dessus ?
En auto-édition, il faut penser à plein de choses. Il faut penser à la couverture, comme on disait tout à l'heure. Donc, il faut avoir quand même un œil un peu graphique ou savoir faire appel aux bonnes personnes. Et parfois, ça veut dire investir un petit peu d'argent pour pouvoir avoir une jolie couve, des choses comme ça. Il faut être correcteur, lecteur. Il faut savoir communiquer aussi autour de son livre, être à l'aise avec les réseaux sociaux. Enfin voilà, un petit peu community manager, comme on dit à Londres. Et enfin voilà, il y a pas mal. Je sais pas si toi, tu as d'autres. Non, je suis d'accord. Je pense qu'il faut être à la fois un petit peu graphiste. Alors, on ne sera jamais un graphiste professionnel, mais en tout cas, on peut s'autoriser à essayer. Il faut être communicant. Donc, la communication, en ce qui me concerne, me prend à peu près 70% de mon temps. Oui, c'est énorme. Sur le temps d'écriture. Mais c'est important parce que je pense que les lectrices ont envie de discuter de ce qu'elles ont lu, ont envie de donner leur avis, d'avoir aussi nos ressentis sur leur avis. Et la disponibilité est un élément essentiel. Et puis c'est très agréable et ça apporte beaucoup. Ça nous permet aussi d'évoluer dans l'écriture parce qu'on prend tous les conseils. Et puis après, j'ai découvert aussi métier de comptable. Je découvre encore, j'ai beaucoup de choses à apprendre et c'est pas du tout celui que je préfère. J'ai pas encore ce problème, mais je vais y arriver. C'est vrai qu'il y a aussi une partie administrative à prendre en compte. Oui. Alors ça fait beaucoup finalement, ça prend énormément de temps. Alors toi, Chris, tu m'avais dit qu'avant, tu étais une grande libro-cubiculariste. Est-ce que tu trouves encore le temps de lire dans ton lit ? Alors quand j'écris pas, je lis. Voilà, c'est bien. Je voulais juste vous dire que pour tous ceux qui hésiteraient à choisir Librinova, sachez qu'il relève tous les défis. Voilà. Alors, pour finir, est-ce que vous pourriez, en quelques mots, me résumer votre vie d'aujourd'hui ? Voilà, c'est un tourbillon. Je pense qu'il n'y a qu'un seul mot, c'est un tourbillon et c'est sympa quand même. Alors moi je dirais écriture, passion et puis merci. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à en arriver là où j'en suis aujourd'hui. J'espère que c'est pas fini. Donc merci à Librinova évidemment, à mes éditeurs. Donc je citerai les éditions Addictives et puis les éditions BMR. Et puis surtout ma famille pour leur soutien permanent. Et puis les lectrices, les lecteurs, les chroniqueurs, blogueurs, parce qu'ils sont tous là en permanence et c'est grâce à eux qu'on peut continuer à espérer livrer encore nos histoires très longtemps. Merci beaucoup pour cette très belle conclusion. On va voir si on a des questions un peu des personnes qui sont ici ou sur Internet. Est-ce qu'on a des petites questions sur la vie d'auteur ? Non, vous êtes timide, c'est pas grave. Alors, pas de questions dans le public. Sur les réseaux sociaux, Vanessa dit les auteurs trop belles. Voilà. Oh, merci, c'est gentil. C'est trop chou. Morissette salue le défi réussi. Voilà, beaucoup de likes pour ce café littéraire. Pas de questions ? Bon, très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Charlotte, ravie de vous avoir toutes les deux. Alors, est-ce qu'on a quelques actus à annoncer pendant qu'on est là ? Quelques actus. Des signatures, non, des prochains. On peut me retrouver sur le stand des éditions Elixiria pour des signatures toute la journée. Quel numéro de stand ? U47. U47 pour Chris. Et moi, je serai mi-avril avec des lecteurs de Babelio dans les locaux de Babelio. Et puis le 28 avril, dans l'après-midi, à Sorams Odyssée à Montpellier pour une signature. J'attends avec impatience de rencontrer tout le monde. Et bientôt sur Bordeaux pour s'occuper de mes enfants. Avec grand plaisir. Et on peut redonner les titres de vos romans. Donc toi, le dernier, le 4e tome de Parier mais pas joué aux éditions BMR. Et Reste aussi longtemps que tu voudras aux éditions Erol. Merci beaucoup. Bonne fin de salon et merci à tous ceux qui nous ont suivis Merci. ici Merci. et Merci sur à Facebook. toi.